Vous écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous sommes des fantômes, mais... Vos histoires ne m'intéressent pas. Parce que je la respecte plus, elle morte que vous tous vivants. Fleur de Cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre, la valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. Comment l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie et plus précisément de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide. Je suis Susanna Darcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. J'ai vécu 3 années au Népal, durant lesquelles j'ai étudié le chamanisme himalayen à travers un prisme socio-anthropologique, dans le cadre d'une série documentaire. Ma vie s'est égrenée au fil des journées sur le terrain pour filmer des festivals religieux, hindouistes et bouddhistes dans la vallée de Katmandou. Dès mon arrivée au Népal, je me suis liée d'amitié avec un chaman, Mohan Rai, issu de l'ethnie Rai. Je l'ai suivi lors de plusieurs expéditions avec une équipe de tournage au cœur des montagnes du nord-est du Népal, afin de filmer des rituels chamaniques et mener des interviews avec d'autres de ses amis, eux aussi chamans. Inscrit dans le fonctionnement d'une société dite traditionnelle et rurale, le chaman voyage dans le monde des esprits de la nature, avec qui la cohabitation se doit d'être la plus harmonieuse possible pour avoir de bonnes récoltes ou du bon gibier dans la forêt. Le chaman est aussi un passeur d'âmes. Il communique avec les morts, les apaise lorsqu'ils sont en colère, guide les vivants dans la marche à suivre en cas de décès. C'est donc une figure spirituelle très respectée au sein de sa communauté, dont il va réguler la vie sociale. Suivre un chaman dans ses pérégrinations, c'est donc forcément explorer ce qu'est la mort, ce passage inévitable par lequel nous passerons tous et toutes, qui peut parfois faire peur, car elle marque la fin irrémédiable d'une vie qu'on a aimé vivre, et peut-être le début d'une autre dimension, le salut éternel pour certains, la réincarnation pour d'autres, l'errance, l'enfer, la vacuité ou rien, autant dire des mondes inconnus et incertains. Oui, allô, ça va ? Ouais, ça roule et toi ? Oui, excuse-moi, en fait, il m'est arrivé un truc très bizarre ce matin et je me sens un peu bizarre là. Vas-y, raconte, c'est quoi ? J'étais allongée, en train de dormir, et je sentais comme une main sur mon visage, une main très très chaude. Et comme dans un rêve, je pouvais me voir de l'extérieur en train de dormir, et Mohan, assis sur le bord de mon lit, tout sourire, était super paisible. Puis je me suis réveillée, en sentant encore la chaleur de sa main sur le visage. J'étais bien en train de rêver, car c'était le lendemain de l'annonce de sa mort. Ces funérailles ont duré 22 jours, suivant un code rituel bien précis, afin d'accompagner son âme le plus paisiblement possible et éviter qu'il ne revienne errer parmi les vivants. Lorsque je suis arrivée sur les lieux avec l'équipe de tournage, nous avons été reçus par les fils de Mohan. Ils étaient tous les 3 rasés et portaient de fins vêtements de couleur blanche. J'étais d'autant plus surprise que l'un d'eux avait toujours eu les cheveux très longs jusqu'en bas du dos. Selon leurs croyances, qui sont teintées de bouddhisme et correspondent à leur héritage ethnique, le deuil implique le dépouillement total, physique et social, ce qui expliquait leur nouvelle apparence. Ils étaient aussi tenus de dormir dans un lieu en dehors de la maison pendant 5 jours et devaient se préparer eux-mêmes à manger. La nourriture doit être dans ce cas-là sans assaisonnement. Dernière obligation, personne n'avait le droit de les toucher. Dans la cour, il semblait qu'un spectacle allait avoir lieu. Il y avait d'un côté des rangées de chaises et de l'autre gisait par terre le corps de Mohan, enseveli sous des couronnes de fleurs, entouré de bâtons d'encens, de fruits, d'oranges, de bananes et de riz, c'est-à-dire les principales offrandes offertes aux divinités. Je me suis approchée du corps de Mohan, j'ai allumé un encens, je l'ai remercié mentalement pour tout ce qu'il m'avait appris. Les larmes me sont montées, je me suis relevée et me suis éloignée de la maison car j'avais l'intuition qu'il fallait éviter de le faire. Personne ne pleurait.
Un des fils m'a rattrapé pour me dire gentiment de ne pas pleurer car, au contraire, son père avait rejoint les ancêtres, considérés comme divins, avant de se réincarner. Selon les croyances bouddhistes, il faut aussi éviter de manifester sa tristesse pour éviter que l'esprit ne reste auprès de la famille. Ces funérailles ont été sûrement les plus spectaculaires que je n'ai jamais connues, et ces étapes bien établies octroient un nouveau statut au défunt, celui d'ancêtre, comme si sa vie et son rôle continuaient après la mort. Selon la tradition Kirati, le corps doit être enterré le jour du décès. Mais avant, les amis chamans de Mohan s'étaient réunis pour demander à la terre si elle accordait son autorisation pour recevoir le corps. Durant les jours qui ont suivi son inhumation, des centaines de personnes ont afflué pour rendre hommage au défunt une dernière fois. Mohan était en effet une personne reconnue dans sa communauté du fait qu'il soit chaman, mais aussi parce que son activité à l'étranger avait eu des impacts socio-économiques très importants dans le village. Son rang impliquait donc des funérailles longues et extrêmement codifiées. Le 5e jour, une femme chamane a présidé la cérémonie la plus importante, celle où le chaman ou la chamane demande à l'esprit du défunt s'il a des dernières volontés et s'il est en paix. Elle portait des atours dignes d'une guerrière, un fourba qui symbolise un couteau, grelots pour effrayer les esprits, plumes et couronnes, et bien sûr l'arme ultime, son tambour. Au cours de cette lutte qui a duré près d'1 heure, la chamane annonce que Mohan souhaite avoir son mala sur sa tombe. Le mala est une sorte de chapelet dans les confessions hindouistes et bouddhistes. On considère que jusqu'au 13e jour, l'esprit du défunt reste auprès de sa famille. C'est la raison pour laquelle des cérémonies sont régulièrement organisées pour apaiser et communiquer avec l'esprit. Le 22e jour, une dernière cérémonie est organisée pour vérifier si l'esprit est bien parti. J'ai assisté à plusieurs enterrements dans ma vie. La plupart ont toujours été magnifiques, catholiques pour certains, hindouistes ou chamaniques pour d'autres. Et je pense que cette idée de réussite, si on peut dire qu'un enterrement est réussi, ne tient qu'au seul fait que les cérémonies étaient ritualisées, communautaires et donc pleines de réconfort pour les endeuillés. Pour rappel, les rituels funéraires renvoient à un ensemble de gestes, de paroles, accompagnant l'agonie et la mort d'une personne pour lui rendre hommage et l'accompagner. I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. Le rituel funéraire a une importance primordiale, d'abord parce qu'il a une fonction pratique, c'est-à-dire qu'il faut enterrer ou brûler le corps à cause de sa dégradation rapide, mais aussi parce qu'il a une fonction symbolique. En effet, le rituel marque le passage du défunt dans le monde des morts. Et cela à travers des gestes institués, c'est-à-dire plus ou moins connus de tous et de toutes, comme la toilette funéraire, la présentation du corps ou encore la cérémonie à l'église qui reste encore un des lieux de prédilection lors d'un essai, puis l'enterrement par exemple. Toutes ces étapes s'accompagnent de gestes, de paroles religieuses ou laïques revêtant une dimension sacrée et permettent de créer un cadre sécurisant. En France, on assiste à de réels changements anthropologiques dans la prise en charge des défunts. Il y a 40% de crémation, ce qui pose de nouvelles questions quant à la dispersion des cendres, et donc l'absence de lieu de recueillement ou de mémoire. Et 1/3 des obsèques sont civiles, ce qui signifie que les rites funéraires ne sont plus l'apanage de la religion, et en France, plus spécifiquement catholique. Or, à travers mes recherches et mes échanges, on m'a parfois rapporté que les personnes ayant subi un décès étaient face à un grand vide symbolique lors de funérailles civiles ou encore lors d'une crémation, la cérémonie étant courte et peu ritualisée. Selon l'Observatoire de la laïcité, 44% des Français se disent aujourd'hui croyants ou pratiquants d'une religion. Cela signifie donc que la majorité des Français est soit athée ou agnostique. Et pourtant, malgré le recul de la religion catholique en France, les funérailles ont lieu majoritairement à l'église. Avec la baisse des vocations chez les prêtres,
Les laïcs ont désormais l'autorisation de l'Église depuis les années 2000 de célébrer des funérailles, mais sans messe. Pour mieux comprendre ces bouleversements et contrastes, j'ai contacté Martin Julière-Coste, socio-anthropologue spécialisé dans les questions liées au deuil et à la mort à l'aune du XXIe siècle. À quoi sert un rite funéraire ? Mais il y a plusieurs manières de répondre, évidemment. Du coup, moi, je répondrai en tant que socio-anthropologue qui a travaillé sur ces questions-là. Généralement, moi, ce que je dis, une des premières fonctions d'un rite funéraire, c'est de faire le lien entre les vivants et les morts, et de remettre ou de tenter de remettre un certain ordre là où justement la mort a mis du désordre. Et que à travers une mise en scène, puisque du coup le rite funéraire est une mise en scène, et que une mise en scène peut sonner très, très bien, ou alors très mal, ou être efficace, ou ne pas être efficace. Toujours est-il que le rite funéraire est une mise en scène, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, et quelle que soit la religion à laquelle on est rattaché, ou non-religion, ou spiritualité. Et que le rite funéraire exprime par des gestes, par des paroles, par des symboles, des croyances, justement, et ce désordre, et ces tentatives de remise en ordre des générations entre elles, du symbolique, puisque la mort, généralement, je me reprends là-dessus, la mort est finalement le signe du désordre, déséquilibre fondamentalement les vivants, et c'est ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'effectivement, anthropologiquement parlant, la mort est le synonyme du désordre, du bordel, du chaos, des conflits dans les fratries, des conflits dans les familles, etc. Aussi bien à une échelle très intime, donc individuellement et intimement, c'est le bordel, on est déséquilibré, et collectivement aussi, c'est le bordel, on est déséquilibré, et en même temps, tout de suite, on est rappelé à une tentative ou un besoin ou une nécessité de remettre de l'ordre. C'est-à-dire de commencer à se dire « Ok, la personne est décédée, qu'est-ce que ça implique ? C'est quoi les conséquences ? Moi, je suis le frère ou je suis le fils, donc c'est moi maintenant le prochain sur la liste, ou alors du coup, une génération est passée, donc du coup, on a plein de déséquilibres dans tous les espaces et toutes les sphères de notre vie sociale, intime, affective, qui vont être bouleversées et qui, à partir du moment où l'annonce est faite, à la fois c'est le chaos, et à la fois on le sait, irrémédiablement, on sait qu'on va remettre de l'ordre, progressivement. Quand je dis remettre de l'ordre, c'est pas volontaire, c'est pas quelque chose que l'on travaille, c'est que ça se fait en fait. Ne serait-ce que parce qu'on continue à vivre. C'est qu'on choisit de continuer à essayer de faire quelque chose de ce déséquilibre, de ce désordre ontologique, comme peut le dire Gaël Clavandier notamment, qui nous terrasse, et en même temps, irrémédiablement, aussi tragique que ça soit, on sait qu'il y a quelque chose qui nous pousse à continuer à vivre, ne serait-ce que parce qu'on respire, et qu'on est terrassé, on est submergé, on est sidéré, on a plein d'émotions, on a plein de réactions par rapport à ça, et pour autant, ça continue. Et le rite funéraire exprime tout ça, exprime de manière symbolique, à travers des gestes, des paroles, à travers des séquences temporelles, justement. Le rite funéraire séquence le temps, à savoir qu'il y a plusieurs phases dans un rite, qu'on ne le fait pas tout de suite, en fonction des régions dans le monde, en fonction des religions et des spiritualités, on va différer le temps du rite funéraire de l'annonce du décès. Et ça va permettre aux uns et aux autres, justement, d'absorber, de domestiquer cet irreprésentable, cet innommable, qui est le décès d'un proche. Est-ce que on peut considérer que la mise en bière comme la mise en terre fait partie de tous ces rites-là ? À quel moment commence le rite funéraire, en fait ? Alors, on va dire le rite funéraire officiel, c'est généralement quand le rite est public. Et qu'il y a plusieurs phases dans un rite, il y a plusieurs rituels dans un rite, en fait. Il y a plusieurs rites, il y a le rite de la fermeture du cercueil, du scellé,
qui sont des rites en tant que tels, mais auxquels n'assiste pas forcément tout le monde. Par contre, le rite tel qu'on le connaît en général, qui est le rite au centre funéraire, au temple, à l'église, à la synagogue, ça, ce sont des temps qui sont généralement, à part à la demande de la famille pour la stricte intimité, sont des moments et des rites funéraires publics. Et là, effectivement, sur 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure et demie, vont se dérouler des rites, va se dérouler un rite, où en fonction des religions, des spiritualités ou d'une cérémonie civile, des personnes vont témoigner des lectures de psaumes, des lectures des musiques, etc. Donc ça va être très varié en fonction, si vous voulez, des religions et des personnes présentes. Et que ça, c'est un autre axe auquel on n'a pas forcément tout de suite idée. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on dit autour du rite funéraire, c'est que le rite funéraire est personnalisé. À savoir qu'aujourd'hui, il est moins important d'évoquer la religion ou la croyance en l'au-delà de la personne défunte ou des participants, mais plus la personnalité de la personne défunte. Et ça, c'est un phénomène qui est plutôt récent ? Alors historiquement, oui. Historiquement, la personnalisation est assez récente. Elle date, on va dire, de la moitié du XXe siècle, où progressivement, avec l'individualisation, on a de plus en plus centré, si vous voulez, les obsèques et les hommages sur la personne défunte et qui elle était. Et de moins en moins sur la communauté, sa croyance et quel type de croyance en l'au-delà, en fait. Et que ça, c'est des choses qu'un anthropologue comme Louis-Vincent Thomas a pu très bien décrire, où justement on s'intéresse beaucoup moins à la destination du défunt dans l'au-delà, lors du rite funéraire, d'accord, mais beaucoup plus sur qui elle était et qui elle était pour les autres. Et que, finalement, un rite funéraire est une sorte de patchwork des différentes facettes de la personne décédée que l'on va mettre en scène lors du rite funéraire, et on va s'intéresser beaucoup moins, ça veut pas dire on ne s'intéresse pas, ça veut dire qu'on s'intéresse moins dans la cérémonie publique et collective à la destination du mort dans l'au-delà. Une réponse plus émotionnelle que dogmatique, finalement. Enfin, quand je parle de dogme, je parle de dogme religieux. Alors ça se discute, puisque du coup, certains vous diraient la nouvelle religion, c'est l'individu. Et qu'effectivement, ce que l'on célèbre dans un rite funéraire, aujourd'hui, c'est l'individu. Un individu qui est multiple, qui peut être croyant, mais pas trop quand même, donc qui aime bien l'Église, mais qui veut pas vraiment le prêtre avec. Mais en tout cas, une cérémonie religieuse est très souvent célébrée. Et ce qui me paraît étonnant quand on sait que 5% des Français sont pratiquants catholiques. Qu'est-ce qu'on entend par cérémonie religieuse ? Parce que c'est une cérémonie religieuse, effectivement, célébrée par des laïcs, il y en a encore beaucoup. Effectivement. En même temps, là, dans des gros bassins d'agglomération, vous êtes à presque la moitié de cérémonies civiles dans certaines agglomérations ou métropoles françaises. Et une influence encore assez importante de la religion catholique pour les Français, ça c'est sûr. Que les différents cultes sont aussi présents, musulmans, israélites, protestants. Donc ça continue à être assez important. En termes de proportion et de nombre, pour autant, même dans les funérailles catholiques ou protestantes ou autres, vous avez une dimension de personnalisation en fait, où on se préoccupe encore de la question de l'au-delà, publiquement, en évoquant les croyances en l'au-delà, et pour l'assistance et pour le défunt. Néanmoins, on insiste progressivement de plus en plus sur la personnalité de la personne défunte, alors que dans une cérémonie vraiment orthodoxe et traditionnelle, le défunt, il s'appelle un tel, et toute la cérémonie est basée sur le culte et la croyance de l'assistance en l'au-delà. Donc du coup, la question de la religion ou de la religiosité de l'individu contemporain, les gens continuent à croire, mais ne l'expriment plus nécessairement autant ou de la même manière dans le rite funéraire officiel aujourd'hui en France. Et que c'est ça qui est intéressant, c'est que, oui, vous allez interroger des gens qui ont fait une cérémonie civile et très laïque, vous aurez très probablement plein de représentations et de croyances dans l'au-delà. Mais ces croyances-là sont
quelque chose de l'ordre de l'intime, d'autant plus dans une république dans une démocratie comme la nôtre, si vous voulez, qui valorise aussi cette séparation-là, en fait. Où effectivement, publiquement, je peux croire en certaines choses, etc., mais lors d'un événement tel qu'un décès, effectivement, pour rassembler les uns et les autres, ce qui nous rassemble, c'est notre croyance en l'individu. C'est pas notre croyance spécifique dans un monde particulier après la mort. D'accord ? Et que c'est ça qui rassemble plus, émotionnellement parlant aussi, c'est beaucoup plus porteur en termes de mise en scène, de faire parler les gens sur qui la personne était, que est-ce qu'on est d'accord que les 30 personnes qui sont ici dans l'hémicycle croient en la même chose ? Aujourd'hui, impossible à faire ça en termes de mise en scène. Ne serait-ce que si on se cale sur la mise en scène, une mise en scène, elle est là pour rassembler, une mise en scène funéraire, elle est là pour rassembler. Vous mettez pas la religion au milieu d'une mise en scène pour rassembler des gens aujourd'hui. À part si vous savez que l'essentiel de l'assistance est croyante. Et encore, elle partage la même croyance que le défunt et que la majeure partie de l'assistance. Et qu'effectivement, vous avez encore énormément de cérémonies confessionnelles, orthodoxes, qui se passent encore ainsi et que vous pouvez aller observer. Mais sur la majeure partie des autres, c'est plutôt une croyance en l'individu et en qui est-ce qu'est la personne, qui est-ce qu'était cette personne-là, et d'éventuellement découvrir des facettes que l'on ne connaissait pas de cette personne. Pour nombre d'entre nous, la mort ne fait pas partie de nos vies, même culturellement. Nous vivons de plus en plus longtemps. L'espérance de vie des Français et Françaises n'a jamais été aussi longue. De plus, la mort est aujourd'hui déléguée à des professionnels du funéraire qui s'occupent désormais des endeuillés et du défunt. Ce n'est plus la famille qui s'occupe de faire la toilette funéraire, d'organiser les veillées à domicile, de porter le cercueil jusqu'au cimetière, comme c'était le cas de nos grands-parents. Même si, d'après Martin, ce fantasme du passé trop idéalisé reste à prouver et s'inscrit aussi dans un contexte très différent du nôtre, où la famille et la religion catholique avaient une grande influence dans les différentes sphères de l'individu. Quand bien même, 75% des personnes décèdent dans des structures médicalisées, 90% hors du domicile. On ne voit plus la mort, on ne la connaît même plus. Mais où sont les funérailles d'antan ? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Comme je vous l'ai dit, la plupart des enterrements auxquels j'ai assisté étaient religieux, de différentes confessions, et donc extrêmement codifiés et ritualisés, car elles s'appuient sur un ensemble de gestes et de paroles sacrées à travers lesquelles la famille du défunt y voit un certain réconfort, car considéré essentiel pour le salut de l'âme du défunt. Or, d'après les recherches que j'ai faites et les retours que j'ai eus de personnes ayant assisté à des cérémonies laïques, funéraires, étaient très déçues du fait de l'absence de sens autour du rite funéraire laïque, ou même dans le cadre d'une cérémonie religieuse, catholique en l'occurrence. Étant donné qu'il y a de moins en moins de prêtres, les laïcs doivent assurer le rite funéraire sans célébrer de messe. Qui est-ce qui vous a dit qu'avant il y avait plus de symboles ou plus de sens ? Déjà, vous pouvez le penser ou le juger, comme on juge plein de choses. Moi, en tant que chercheur, j'ai aucun élément qui me dit il y a 60 ans vraiment, waouh, symboliquement et spirituellement vraiment, waouh. Un rite funéraire, pour l'assistance, vous avez du symbole, vous avez des gestes, donc du faire. Il y a des gens, le symbole, ils s'en tamponnent, et à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de creuser la tombe. En ce moment, j'observe beaucoup de cérémonies. Personnellement, pour moi, il y a du vide. Mais si j'interroge les participants, il n'y en a pas forcément. Parce qu'il y a eu tel geste, il y a eu telle phrase. On insiste, mais un truc de dingue sur la quête de sens et de symbole. Comme si notre vie sur Terre n'était que ça. Ça veut dire qu'on réduit tout à des trucs de « mais qui je suis ? Mais qu'est-ce que je fous là ? Mais que je mâche ?» Mais en fait, il y a plein de gens pour qui ça peut être une question intéressante, mais en fait, dans le concret de leur taf et de leur vie quotidienne, c'est tout sauf ça. Et que le rite funéraire, c'est exactement la même chose.
Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Martin, mais cela n'engage que moi. Si ce concept de quête de sens revient si souvent, que ça soit dans les médias, dans les rayons de développement personnel ou même dans les séries, c'est bien qu'il y a quelque part un mal de vivre. Malgré ces mutations dans la prise en charge de la mort ces dernières décennies, le rituel funéraire reste primordial. Selon le sociologue Arnold van Gennep du début du XXe siècle, le fait de mourir constitue un rite de passage qui permet le franchissement d'un seuil tant symbolique et social que spirituel. En effet, en cas de décès, le rituel accompagne la séparation avec le défunt par des gestes symboliques, permettant de préserver son intégrité en lui instituant un nouveau rang. Du rang de vivant, puis celui de mourant, il acquiert le rang de défunt. Ce rite ne peut avoir lieu sans celui qui réalise le rite, c'est-à-dire l'endeuillé. Ce rite permet d'accepter l'inacceptable au sein de la communauté, de la famille. Or, on a pu constater qu'en temps de Covid-19, la question des funérailles des personnes atteintes du virus a été l'un des points les plus névralgiques de cette crise sanitaire. Certaines étapes traditionnelles du rite funéraire, comme la veillée, la toilette funéraire ou encore la mise en bière publique, n'ayant pas pu avoir lieu. Certaines familles, au tout début du confinement en mars, se voyaient dans l'impossibilité d'organiser une cérémonie et étaient même dans l'obligation de choisir les personnes présentes lors de la mise en terre ou de la crémation. Sans parler du traumatisme vécu dans les EHPAD où les personnes âgées mouraient loin de leurs proches après un confinement drastique. D'autres sont décédés entourés de leur épouse ou de leur époux, mais sans leur enfant, qui accompagnait l'agonie via téléphone. De nouveaux procédés ont ainsi vu le jour, comme les funérailles retransmises en live Facebook ou d'autres plateformes de streaming. J'ai contacté Catherine, thérapeute basée à Bordeaux, ayant perdu son père des suites du Covid-19 en mai dernier. Elle n'a pas pu assister aux funérailles de son père, elle-même atteinte du Covid-19 à cette époque. Au mois de mai, début mai, ma mère m'a contactée parce qu'elle se sentait très fatiguée de devoir gérer mon père qui avait déjà des symptômes très prononcés de la maladie d'Alzheimer, donc avec tous les symptômes, des pertes d'objets à répétition, des oublis nombreux. Donc ma mère m'appelait plusieurs fois par jour me demandant de l'aide. Au final, j'ai contacté le médecin généraliste qui a dit c'est ok, on va le faire hospitaliser quelques jours pour voir où il en est. Et du coup, mon père a été en effet hospitalisé dans ce lieu qui finalement n'a rien fait pour lui, puisque on a su par la suite que ils n'avaient pas prévu de faire grand-chose, puisqu'ils considéraient que mon père, en ayant l'âge qu'il a, c'est-à-dire plus de 80 ans, peu de choses étaient envisageables pour la guérison. Mais nous, on pensait que en faisant ça, c'était, ma mère et moi, on s'est dit que c'était un soulagement pour elle, le temps qu'elle récupère un petit peu, puisque les aidants sont quand même très exposés, et que le médecin avait préconisé des exercices de mémoire pour mon père. C'est quelque chose que lui adorait. Il avait l'impression que ça l'aidait beaucoup de faire des exercices de mémoire. Finalement, il a dit qu'il ne voulait plus rester là-bas, qu'il préférait arrêter de vivre. C'était trop dur le contexte. Alors du coup, on l'a fait sortir. Quelques jours plus tard, il a eu des problèmes de fièvre, une grosse fatigue, des problèmes respiratoires. Et on a pensé que c'était peut-être la grippe ou quelque chose comme ça. Et ma sœur, finalement, m'a dit « Mais je suis sûre que c'est le Covid. Jamais il aurait dû aller dans un hôpital. Là-bas, c'est un vivier de Covid, etc., etc. » Et ma sœur et ma mère n'ayant pas le permis de conduire, c'est les pompiers qui sont venus le chercher pour l'emmener à l'hôpital. J'ai plus la notion du temps, mais en quelques jours, son état s'est dégradé très très vite. Ma sœur a insisté pour que je puisse aller voir mon père à l'hôpital. Donc là, c'était un grand moment assez... ce serait cru dans un film de science-fiction. Il a fallu mettre évidemment la panoplie pour aller dans la chambre de mon père.
On a beau avoir des lunettes, mais il faut mettre des doubles lunettes. Il y a le scaphandre, les gants, le masque. Et en fait, le plus dur, c'est évidemment de la boule au ventre de franchir la porte, parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend. Et là, c'était déjà plus mon père, hein, puisqu'il avait... J'avais l'impression que son corps était rétréci. Il était tout petit dans ce lit. Il avait une chemise que l'on donne dans les hôpitaux, là, des chemises en coton. Il avait un ballon pour l'assister au niveau de la respiration. Et en fait, il n'ouvrait plus les yeux, quoi. Et là, j'ai compris que c'était certainement terminé, quoi, pour lui. Et donc, vous avez quand même pu le voir en période de confinement et l'accompagner dans sa fin? Alors, à distance, parce qu'évidemment, c'est ça qui est très difficile. Moi, je suis quelqu'un d'assez kinesthésique et je n'avais qu'une envie, c'était lui prendre la main. Et en fait, vous avez une infirmière qui reste tout au long de la visite pour bien surveiller que on ne dépasse pas la distance. C'est extrêmement, extrêmement douloureux. On a un temps qui est limité, mais je dois dire que le service a été très, très humain. Ils ont décidé de dépasser le temps imparti, oui. Une infirmière en chef a dit « Je me refuse à appliquer ces règles-là qui sont totalement déshumanisantes ». Donc j'étais avec ma mère à ce moment-là et c'était à la fois triste et à la fois apaisant. La présence de ma mère et moi, c'était jouable, c'était bien, ça suffisait, c'était bien comme ça. En fait, à 5h du matin, je crois que c'était l'après-lendemain, voilà, ma sœur m'a appelée en me disant papa vient de partir, etc. Donc j'ai repris ma voiture, on est allé chercher ma mère, ma sœur, et puis ce qui a été difficile pour moi, c'est qu'en fait, même mort, il avait un masque sur le visage, même mort. En fait, j'aurais voulu voir sa bouche. Et là, on était finalement acceptés à venir à 3, donc avec ma sœur aînée. Et voilà, ça a été un moment très très violent auquel je ne m'attendais pas du tout. Tout le refoulement, les frustrations, les aigreurs, Je pensais que c'était un moment où on pouvait dire des mots d'amour, des mots d'apaisement, des mots aussi de gratitude pour ce père qu'il avait été. On dit souvent que lors des décès, les choses non traitées ressortent. Et là, je l'ai vécu plein pot. Donc, ils nous ont laissé, je crois, 15-20 minutes. Encore une fois, on a dépassé le temps, mais vraiment, l'équipe était très, très chouette. Et là, encore une violence de plus parce que, en fait, je crois qu'il y a, je crois que c'est 1h ou 30 minutes, ou peut-être un petit peu plus, je sais plus, après la mort, voilà, cliniquement annoncée. On a croisé le cercueil en métal pour mon père. Donc ça, c'était aussi une violence. Parce que vous n'avez pas assisté à la mise en bière? Non. En fait, ils font tout très vite à cause du Covid, en fait. Et là, moi, j'ai commencé à avoir les symptômes. Je me suis mise à tousser beaucoup, à avoir de la fièvre, à avoir une perte de goût, voilà, des vomissements, des diarrhées. Sur le moment, je dois dire que j'ai même pas capté que ça pouvait être le Covid. Et finalement, j'ai fait le test et j'étais positive. Mon père, les pompes funèbres sont venues chercher le cercueil de mon père. Mais très très vite en fait, et on a pu suivre le parcours à travers les pompes funèbres qui étaient au bout de la rue où habitent mes parents. Et en fait, ce sont les pompes funèbres qui ont conservé le cercueil pendant quelques jours et le temps de trouver aussi un créneau pour faire la cérémonie. Or, évidemment, moi, j'ai pas pu y assister compte tenu de mon état. D'une part, j'étais contagieuse et j'étais pas en état de tenir debout. Donc, au final, ce sont ma mère, ma sœur et mon neveu qui ont pu y assister.
Voilà, avec, je crois, 2 voisins. C'était une peau de chagrin, puisque mon père avait été connu de tout le village. C'était quelqu'un de très joyeux, de très, voilà, dans le lien avec les autres. Et j'ai su par la suite, puisque ma sœur, je crois qu'elle n'a pas pensé que c'était important, mais peut-être qu'elle aurait pu aussi me le demander. Dans ce village, en fait, le corbillard passe une dernière fois devant la dernière demeure du défunt. Or, moi, j'étais dans la maison et je pense que j'aurais vraiment aimé voir le corbillard passer symboliquement. Je n'ai pas intégré que vraiment que mon père était mort, puisque en plus j'étais dans sa maison avec toutes ses affaires partout et j'étais persuadée qu'il pouvait débarquer d'un moment à l'autre. C'est vraiment comme une forme de dissociation, comme si c'était pas arrivé, comme si je ne l'avais pas vécu vraiment. Après, j'ai eu un retour très très succinct de la part de ma mère et de ma sœur de l'enterrement, où j'ai eu très peu d'explications. Les pompes funèbres sont reparties avec l'urne de mon père. Et ça aussi, ça a été très très violent, puisque ma mère a décidé de ne pas prendre la décision de trouver un lieu où installer l'urne de mon père, dans ce qu'on appelle une cave-urne, parce qu'elle considère qu'elle ne sait pas si mon père serait mieux dans le village, là où ils ont vécu pendant plus de 20 ans, ou peut-être mettre l'urne dans la région d'origine, en Normandie, de mon père. Je sais que l'urne de mon père séjourne sur une étagère, toujours chez les pompes funèbres, parce que ma mère voilà, considère que c'est son mari et qu'elle est la seule à prendre la décision. Après, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai dû reprendre le train en tenant à peine debout pour partir, tellement il y avait de la violence dans cette maison. Et moi-même, ayant le Covid et étant avec un problème de respiration, respiratoire et de tout, enfin vraiment, en fait, je crois que mon cerveau ne comprenait pas vraiment tout ce qui se passait, en fait. Je me suis raccrochée dans un premier temps, vu que j'étais isolée dans une chambre moi-même à l'hôpital, au peu de photos que j'avais de mon père. Ce qui me manquait, c'était d'entendre sa voix et de le voir encore. Alors à la fois on a envie et à la fois ça fait tellement mal, mais comme j'étais dans cette chambre et que je voyais personne, en fait, ce qui me faisait quand même du bien, c'était de regarder régulièrement sa photo sur mon téléphone. Après, en sortant de l'hôpital, j'ai fait une sorte de petit hôtel chez moi avec sa photo, et puis une petite bougie, puis des objets qui sont importants pour moi. Après, bien par la suite, je me suis autorisée à aller à un groupe de parole. Parce qu'en fait, je ne savais pas comment faire, à qui je pouvais parler de tout ça, parce qu'il y a un sentiment presque d'incompréhension de la part des autres face à votre souffrance. Oui, parce que je me suis entendue dire que mon père avait l'âge de mourir, en gros. Hein. Donc en fait, j'ai gardé tout ça pour moi. C'était très difficile, en fait. Et bien sûr, j'ai eu des vagues de tristesse de finalement pas avoir pu lui dire au revoir, pas avoir pu l'accompagner. Catherine a participé à des groupes de parole pour évacuer cette tristesse liée à un deuil difficile et tout simplement pour parler de la mort de son père. Elle prévoit d'organiser une cérémonie qui a manqué dans le déroulement du rite funéraire, qui a été en quelque sorte tronquée de sa partie peut-être la plus importante pour les endeuillés, celle de l'hommage, qui revêt, selon les orientations spirituelles de chacun, une dimension religieuse ou laïque. Comme l'explique Gaëlle Clavandier, sociologue spécialisée sur les questions liées à la mort et au deuil, les familles n'auront pas pu consacrer la séparation d'avec le mort, lui dire adieu en fait. De nombreuses familles prévoient également de se réunir lorsque le confinement sera levé, car échanger après les obsèques, boire un verre, partager un moment de convivialité, tous ces moments ordinaires font aussi partie du rite funéraire, or ils n'ont pas pu avoir lieu. Les groupes de parole auxquels s'est rendue Catherine sont organisés par une coopérative funéraire située à Bordeaux, Cyprès, que j'ai bien sûr contactée.
Cyprès a été fondée par Edileosa Gallet avec son époux Olivier Gallet en 2019. Cette coopérative funéraire s'inscrit dans une démarche d'innovation sociale pour repenser les pratiques funéraires et les rituels funéraires laïques, et plus largement le rapport de la société à la mort pour répondre le mieux possible aux besoins de la communauté. Edileosa, d'origine brésilienne, est célébrante de cérémonies laïques et psychanalyste. Nous, dans notre réflexion, on pense qu'à la fois, il faut accompagner les familles, mais il faut aussi réfléchir. Donc, il faut intervenir dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les écoles, dans tous les lieux de la société où les personnes sont confrontées à la mort, c'est-à-dire partout, puisque tout le monde meurt. Et puis, pour changer les regards, il faut vraiment qu'on puisse apporter une parole, qu'on puisse parler librement. Ça commence par libérer la parole. Donc, on a créé un laboratoire de cérémonie funéraire, un laboratoire où on réfléchit aux rites funéraires laïques, comment on peut poser des gestes, quels sont les rites qui sont les plus appropriés, qu'est-ce qui a le plus de sens selon les familles, être plus à l'écoute. On a des projets pilotes en établissement de santé, donc on a démarré déjà des projets dans des EHPAD. Et puis, on repense la mort dans l'espace public avec les cafés mortels qu'on continue à animer de manière régulière. Maintenant, avec le Covid, ça s'est un peu arrêté. Mais on continue à faire ce travail, voilà, d'avoir une parole ordinaire. C'est pas une pathologie, la mort. On pense souvent que parler de la mort nous fera mourir. On a des fantasmes, on a des peurs, vraiment, nous sommes tous un peu envahis par cette angoisse majeure. Et moins on parle, plus cette souffrance reste à l'intérieur, plus on souffre, en fait, parce que ça devient quelque chose qu'on refoule. Et tout ce qu'on refoule nous fait souffrir encore plus. Donc voilà notre ambition, à la fois un service funéraire, un vrai accompagnement des familles, un service funéraire écologique, avec les rites laïques, avec vraiment une écoute humaine, vraiment un accompagnement de la personne, et puis à la fois cette dimension de recherche d'innovation sociale. Et en quoi le rituel funéraire peut avoir une dimension thérapeutique ? Alors, le rite funéraire, tout le monde sait, depuis que les hommes sont sur Terre, mais ce n'est pas moi qui ai inventé, tous les anthropologues, sociologues qui travaillent sur les sujets, ethnologues, savent que l'homme a besoin des rites. Nous avons besoin de rites pour traverser nos épreuves, pour passer à autre chose. Il y a des rites d'adolescence, il y a des rites de jeunesse, il y a des rites de la ménopause. Donc notre vie, elle est façonnée par des rites. Et ces rites nous permettent de traverser un changement, parce que tout changement au début est très difficile, au milieu est très chaotique, et à la fin peut être magnifique. Mais avant d'arriver à la fin et de traverser un changement, on a besoin d'être autorisé. Et on ne peut pas s'auto-autoriser. Donc, nous, les humains, on construit des rites pour autoriser l'autre à traverser. Parce que la meilleure manière d'accéder à nous-mêmes, c'est l'autre. Hein? Donc, dans ce sens, la question du rite, on le sait de manière anthropologique, mais on le sait aussi de manière psychologique. C'est-à-dire que quand une personne n'a pas correctement traversé un rite, pour passer à autre chose, elle reste bloquée. Hein? Si vous n'avez pas bien traversé votre adolescence, par exemple, si vous n'avez pas fait votre crise d'adolescence pour vous séparer de vos parents, vous allez rester toute votre vie collé un peu à vos parents, dans cette relation un peu partagée, et vous n'allez jamais devenir adulte. Et de la même manière, ça se passe avec la mort. Si vous n'avez pas participé à un rite de séparation, si vous n'avez pas intégré la perte, comme disait Freud, en fait, parce que le sens même de la mort, c'est l'acceptation de la perte. Si on n'accepte pas la perte, on reste avec le mort. Et donc, qu'est-ce que fait le rite ? Le rite permet de pleurer le mort, d'honorer le mort et de se préparer à se séparer. Ça ne veut pas dire qu'on va se séparer là tout de suite, parce que le rite, c'est juste un élément qui va permettre ce processus de séparation. Et donc, dans ce sens, il est fondamental, c'est la clé de voûte. Il pose un acte. Et ensuite, on va cheminer dans la douleur, dans la colère, dans la tristesse, dans l'amour, peu importe, dans des états très différents, dans des états émotionnels.
Et moi, j'insiste beaucoup sur l'idée du processus, puisqu'on parle beaucoup de travail de deuil. C'est pas un travail, le deuil, c'est un processus. Et nul ne peut savoir combien de temps ça va prendre. Une personne qui perd un enfant, peut passer 10, 15 ans dans un processus. Une personne qui perd un ami peut aussi vivre un processus qui lui appartient. Et cette idée que dans 12 mois, dans 6 mois, dans 3 mois, on doit être opérationnel et clinquant pour tout faire, c'est complètement fausse, parce qu'on ne peut pas décider. Et puis, j'ai entendu dans un café mortel quelqu'un qui m'a dit, c'est pas moi qui a fait les travails de deuil, c'est les deuils qui m'a fait. Et je trouvais cette formule très intéressante parce qu'en effet, quand on sort d'un deuil, on n'est plus le même. Et puis, mais on ne sait pas qui on sera à la fin. Donc, le rite, il est là. Il est là pour nous dire, voilà, nous sommes des humains. Nous traversons tous cette épreuve. On n'est pas différents, moi ni vous, mais on est là ensemble et on autorise cette personne à faire ce passage. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de cérémonie que vous avez organisée ? Quand les familles le souhaitent, et là c'est une cérémonie qu'on a fait il n'y a pas longtemps, c'est une cérémonie à la fois religieuse à l'église et puis un temps de cérémonie laïque au moment de l'inhumation, quand la personne a été inhumée, donc auprès de sa tombe. Donc là, encore une fois, c'était une famille où un des enfants était artiste, donc il a fait une chanson pour son père. C'était un moment très, très fort. Et ce qui a été le plus beau de cette cérémonie, c'est que c'était une journée où il pleuvait énormément. Donc les personnes, on était tous sous la pluie. Et à la fin de cette cérémonie, il y a un arc-en-ciel énorme qui est apparu dans le ciel au moment où on a fini la cérémonie. Et c'était vraiment étonnant. Tout le monde s'est regardé le ciel. On n'avait plus rien à dire. On était là, juste à contempler. Pendant le confinement, beaucoup de personnes n'ont pas pu aller aux obsèques d'un proche, ou alors nombre de familles n'ont pas pu organiser les funérailles selon les étapes classiques du rite. Par exemple, la réalisation de la toilette funéraire et la présentation du corps n'ont pas pu avoir lieu. Ou encore, assister à la mise en bière d'un proche n'a pas été toujours possible à cause des restrictions sanitaires. Les cérémonies étaient aussi écourtées, voire supprimées. On y assistait en tout petit comité au tout début du premier confinement. En tant que psychanalyste, quel est votre regard sur l'impact psychologique de ces restrictions ? Alors, je pense qu'on n'est pas en mesure on n'a pas d'études précis sur le sujet, mais moi, ce que j'observe déjà, c'est vraiment un état de sidération. C'est quand on a un traumatisme, nous avons des mécanismes de défense, donc soit on lutte, soit on part en courant, soit on reste sidéré, figé. Moi, ce que j'observe, c'est un état de sidération pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils font semblant d'être vivants, ils font des choses, ils arrivent quand même à être opérationnels, mais ils sont figés puisque ça a été un choc. Et puis, en tout cas, moi, parmi mes patients, moi, je vois certains qui m'ont appelé, qui ont perdu des proches et qui sont dans des états un peu dans cet état-là. Ils sont dans la confusion que génère ce type d'état. Ils ne se disent pas très mal pour l'instant. Ils ne se disent pas dans un grand désarroi, mais ils sont complètement figés. Donc, je pense que là, pour le Covid, il y aura des effets psychologiques délétères. Tout le monde le sait, tous les psys le savent. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai de plus en plus de demandes. J'ai énormément de demandes d'accompagnement en individuel, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui ne vont pas bien, même les personnes qui n'ont pas perdu des proches. Je crois que c'est un phénomène un peu partagé. Mais pour les personnes qui ont perdu des proches, c'est encore plus dur. Donc nous, à Cyprès, on a mis en place un groupe de parole pour accompagner les personnes qui ont perdu des proches, puisqu'on a fait des cérémonies où il y avait 5 personnes. Les gens ne pouvaient pas se toucher. On a bien vu comment ils étaient. Et donc, on se dit, mais c'est pas normal, c'est pas possible. On aurait pu faire autrement. Là, on était à 30. Maintenant que le confinement arrive à son terme, peut-être qu'on va à nouveau changer les règles et que les personnes vont pouvoir participer à un enterrement. Mais 30 personnes pour un enterrement, c'est pas beaucoup. C'est vraiment presque personne, quoi.
Donc, c'est sûr que les conséquences psychologiques, elles vont être à long terme. Ce sont des personnes qui vont vivre des deuils pathologiques, à mon avis, pas toutes, parce qu'on ne va pas non plus... un deuil vient aussi réveiller toutes les blessures que les personnes ont et puis toutes les ressources. On ne peut pas non plus faire des généralités et de dire que toutes les personnes qui ont perdu un proche vont être dans des deuils pathologiques, mais je pense qu'il y aura une augmentation des deuils pathologiques après le Covid. Ça me paraît évident, étant donné la manière dont a été géré ce sujet pendant cette année, quoi. Voilà. Alors, moi, je suis quand même une psychanalyste plutôt positive et je pense, je ne veux pas non plus dire... avoir un discours désespérant, parce que je pense qu'il y a suffisamment de discours complotistes, alarmistes, et qui disent que ça va être horrible. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en effet, c'est très dur ce que nous venons de vivre, mais je pense que nous avons la possibilité de transformer et puis de construire autre chose. C'est-à-dire que l'homme a traversé d'autres crises, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. Et donc là, je pense que les défis qui se présentent à nous, c'est comment on va transformer tout ça? Comment on va pouvoir donner du sens? Comment on va pouvoir avoir un rapport différent? Qu'est-ce qu'on va mettre comme essentiel dans notre vie? Où sont nos valeurs? Je pense que ça va nous permettre vraiment de revenir à l'essentiel et puis peut-être de sortir d'un déni absolu que la mort n'existe pas. Et c'est dans ce sens que je pense que là, ça va nous permettre d'être plus conscients de notre vulnérabilité première et puis de prendre plus soin de la vie. De notre vie, de la vie qui est autour de nous et de nos morts aussi, et de ne pas brader les choses. Je pense qu'il y a vraiment une conscience nouvelle qui va apparaître et moi je suis convaincue qu'on peut faire très bien avec beauté, avec écologie. Voilà, et nous on est là justement pour ça. Notre objectif c'est vraiment d'être porteur de quelque chose qui soit positif. On n'est pas là juste pour dire tout va très mal et c'est horrible, venez à nous. Non. On est là pour dire on peut faire bien, on peut accompagner bien. Et cette crise vient nous montrer que c'est possible. La vie est un flux constant de changements à l'image des humains, des sociétés qui meurent et renaissent sans cesse, étayent leurs valeurs, leurs besoins. Les humains changent et s'adaptent au cours des siècles tout en transformant leur environnement selon leurs besoins et leurs nécessités. Néanmoins, comme dit Eddy Laoussa, de tout temps, nous avons eu besoin de rites de passage, que l'on retrouve dans tous les chemins de vie de façon disparate. La première rencontre charnelle avec l'autre, le mariage, les funérailles, le baptême, la grossesse, l'accouchement, les anniversaires, le veuvage. Dans nos sociétés modernes, le rite de passage n'est plus aussi systématique et ne s'accompagne plus forcément d'une cérémonie religieuse, mais s'incarne sous la forme de gestes symboliques. La première échographie que l'on partage avec ses proches, le choix de la robe de mariée ou encore souffler ses bougies entourées de sa famille. Il y a un avant et après, ces moments qui marquent ces trajectoires. Les rituels sont quant à eux des habitudes que l'on retrouve dans les rites. Ils ont tous les deux d'ailleurs la même dimension de répétition. Et c'est sur ce dernier point que je conclurai ce podcast. Qu'ils soient collectifs ou individuels, religieux ou profanes, les rituels organisent notre vie sans cesse changeante et bousculée. Les rituels permettent d'améliorer notre vie, de nous accompagner à ordonner ce flux constant dans lequel nous vivons et de nous accorder une pause. Pour certaines personnes, il suffit de manger à 12h30 pile tous les jours pour trouver un équilibre. D'autres prient au moment des vêpres. D'autres lisent après l'heure du goûter de 16h ou tout simplement boivent leur jus d'orange dès 8h après avoir fait leur jogging. Les rituels ne font pas partie d'une liste de choses à faire qui sont interchangeables dans un monde où tout doit aller très vite, trop vite. Dans cette optique, le rituel ne permettrait-il pas de créer la pause dont nous avons besoin, ce temps mort pour mieux redémarrer, pour mieux vivre, pour y voir plus clair ? Ne permettrait-il pas d'accepter plus facilement l'impermanence, ou du moins vivre avec, et par extension, de vivre avec la mort ? Dans le prochain épisode, nous écouterons Stéphanie Lafranc, auteure de Gardienne de la Lune et maître Reiki. Elle crée des rituels à dimension spirituelle selon les différents cycles de la Lune. La Lune est un symbole lié à la féminité et à la mort, ayant marqué la plupart des civilisations de ce monde.
Vous pouvez commenter cet épisode dans Apple Podcasts ou encore le partager à quelqu'un à qui cela pourrait intéresser. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Fleurs de Cactus.